Alors, nous allons commencer donc la deuxième vidéo sur le chapitre 3.5 qui présente donc l'absorption des nutriments. Donc en première vidéo, nous avons déjà vu un rappel sur l'absorption au niveau de la villosité. Maintenant, on va s'intéresser au phénomène, on va dire plutôt moléculaire, comment les molécules vont pouvoir traverser la membrane cellulaire. Alors le premier paragraphe du cours, c'est donc le cas particulier de l'absorption de l'eau. Et l'eau, en fait, ne peut traverser les membranes cellulaires que par un phénomène qu'on appelle l'osmose. Donc je vais vous présenter en fait, alors là vous avez des chiffres dans le cours, ils sont juste à titre indicatif pour montrer en fait comment va évoluer le volume d'eau dans le tube digestif. Alors, le tube digestif transporte en tout par jour 9 litres de liquide, que ce soit des aliments, des sécrétions digestives, donc la salive qu'on produit toute la journée, les sucs pancréatiques qu'on libère également toute la journée dans le pancréas, mais aussi l'eau des aliments ingérés. Donc en tout 9 litres. Évidemment, les 9 litres là, vous ne les évacuez pas dans vos selles par jour, d'accord? Donc sur ces 9 litres, il y a 8,5 litres qui sont absorbés, c'est-à-dire que l'on récupère donc à 90% au niveau de l'intestin grêle, notamment au niveau du jéjunum et de l'iléon. Alors jéjunum et l'iléon, ce sont les deux portions de l'intestin grêle qui sont juste après le duodénum. Vous vous souvenez, juste après l'estomac, c'est le duodénum, ensuite on a le jéjunum et l'iléon. Donc l'eau est absorbée sur ces deux dernières portions de l'intestin grêle. Donc une fois que tous les nutriments sont absorbés dans ces deux parties, on récupère l'eau. Donc en gros, sur les 9 litres que vous absorbez par jour, ou vous produisez par jour, vous n'en éliminez que 0,5 litres dans vos selles. Évidemment, on ne peut pas perdre autant de litres, donc tout ça repasse donc dans le sang. Alors vous avez dans votre cours le document 2 qui vous montre en fait l'osmose, donc c'est un phénomène que vous devez bien connaître, et là c'est ce qui se passe en fait in vitro, ça veut dire lorsqu'on va faire des expériences dans des tubes. Donc là, je vais vous présenter un petit peu le contexte. Vous êtes donc dans un cristallisoir, vous savez, les gros récipients en verre que l'on a en chimie ou en physique. Ensuite, on va rajouter une membrane ici. Vous voyez, cette membrane permet de séparer le milieu 1 qui est à gauche et le milieu 2 à droite. Donc cette membrane, vous voyez qu'elle a la particularité d'avoir des petits trous. Donc ça, c'est une membrane poreuse. D'accord? Vous pouvez le noter en dessous, je ne pense pas que je l'ai mis dans mon animation. Donc mettez une petite flèche ici, c'est une membrane poreuse. Donc avec des petits trous, donc des tout petits trous, vous voyez, qui sont beaucoup plus petits que la taille des petits ronds qui sont là. Donc là, on est au début de l'expérience qu'on appelle T0, donc le temps 0. Donc c'est le début. On place donc un milieu 1, un milieu 2. Donc là, vous voyez que dans ces deux milieux, le volume reste le même, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ici, vous avez des petits ronds. Ces petits ronds, imaginez par exemple que ce sont des molécules de glucose. Donc ça peut être du saccharose, du fructose, ça peut être des triglycérides. Donc c'est une molécule, sauf qu'on ne va pas donner un nom précis. Donc en fait, toute molécule ou particule qui se retrouve dans une solution, c'est ce qu'on appelle un soluté. Donc mettez une petite flèche ici. Donc pour la suite, quoi qu'il arrive, ce qu'on appellera donc les molécules qu'on retrouve dans un liquide, c'est le soluté. Alors, vous avez ici le petit n, donc vous l'avez vu en chimie, le petit n c'est la quantité de matière. Normalement on l'exprime en mol, en micromol. Là en fait on va juste compter le nombre de petits ronds. D'accord? Donc ici petit n égale 6, on voit bien qu'il y a 6 ronds. Ensuite le volume, on va l'imposer. Je vais vous dire qu'il est de 2 litres. D'accord? Donc on va pouvoir calculer une concentration. Donc la concentration du soluté dans ce milieu 1. Donc vous l'avez pris, petit c égale n divisé par v. Donc si ça fait 6 divisé par 2, on est à une concentration de 3. Donc si ça c'est pas clair pour vous, c'est la formule que vous avez vue en chimie. D'accord? Petit c égale n divisé par v. Donc 6 divisé par 2 égale 3. Ça c'est pour la concentration. Donc la concentration est de 3 dans le milieu 1. Je ne mets pas d'unité, mol ou millimol, c'est pas important. D'accord? Là c'est des valeurs numériques. On s'intéresse au milieu 2. Si on regarde le nombre, le petit n du milieu 2, on a plus 6 molécules de soluté, on n'en a plus que 2. Donc n, petit n 2, donc quantité de matière dans le milieu 2, est égale à 2. Le volume, c'est le même que pour le milieu 1, donc 2 litres, et la concentration de ces deux, c'est la même chose. On divise le petit n par le volume. Donc ici, c'est 2 divisé par 2, et donc c'est égal à 1.
Donc si on compare la concentration de ces deux milieux, on voit que la concentration du milieu 1 est plus élevée que la concentration du milieu 2. Donc ça va porter des noms justement dans ce chapitre. C'est important justement pour comprendre le phénomène d'osmose. Donc un milieu qui est plus concentré, c'est ce qu'on appelle un milieu hypertonique. Donc vous voyez, on retrouve le préfixe hyper qui veut dire augmentation supérieure à. Donc mettez bien en dessous du titre milieu 1, c'est un milieu hypertonique. Et donc par opposition à hyper, on a le préfixe hypo. Donc là, le milieu 2, comme il est moins concentré, c'est le milieu hypotonique. Donc ça, c'est obligatoire. Pour faire une expérience sur l'osmose, on est obligé d'avoir au départ deux milieux, un qui est trop concentré et un qui n'est pas assez. On laisse à peu près une demi-heure, 40 minutes, et on obtient ce résultat. Alors, vous le constatez, le milieu 1, on voit bien que le niveau a augmenté. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui permet d'augmenter le volume d'un milieu 1 lorsqu'il est séparé d'un autre milieu? C'est que, justement, vous pouvez le mettre sur votre cours, le mettre sur votre schéma, l'eau qui était présente dans le milieu 2 s'est déplacée dans le milieu 1. Donc, le niveau d'eau du milieu 2 a baissé et le milieu 1, son niveau d'eau a augmenté. Ça va? Donc c'est ça l'osmose, c'est un mouvement d'eau. Et vous voyez, et ça va être important, on le verra dans le texte, l'eau se déplace toujours du milieu le moins concentré vers le plus concentré. L'objectif, c'est de diluer un milieu. Donc comme le milieu 1 était trop concentré, l'eau s'est déplacée pour le diluer. L'objectif, c'est normalement d'atteindre un équilibre. D'accord? On va le prouver ici. Donc si je vous dis que 1 litre d'eau s'est déplacé de la droite vers la gauche, on compte à nouveau, donc là je mets des primes parce que c'est à la fin de l'expérience. Donc est-ce que le nombre de molécules ici a changé? Non, d'accord? Vous voyez que la membrane qui est là a des trous, mais les trous laissent passer l'eau qui est une petite molécule sans aucun problème. Par contre, les molécules de soluté ne peuvent pas traverser ces trous-là. Donc le nombre de molécules ne change pas, donc c'est égal à 6. Par contre, comme le milieu 2 a fourni 1 litre au milieu 1, on est passé de 2 litres à 3 litres. Et donc la concentration prime 1 du milieu 1, c'est toujours petit n égale, C égale n sur V, donc 6 divisé par 3, on arrive à 2. On refait le même calcul, le milieu 2 a perdu 1 litre, donc on retrouve toujours nos deux molécules qui n'ont pas changé. Je répète, l'osmose ce n'est pas un mouvement de molécules, c'est un mouvement d'eau. Donc les molécules qui étaient là sont toujours là, donc on est à 2. Le volume, on a perdu 1 litre, donc on est passé à 1 litre. Et donc C'2 qui est égal à N sur V, donc 2 sur 1 est égal à 2. Donc on remarque que grâce à ce mouvement d'eau, vous voyez bien que les deux milieux maintenant ont une concentration, tous les deux, de 2. Donc les deux concentrations sont égales. Et quand les concentrations sont égales, vous savez le préfixe qui veut dire même, est-ce que vous en souvenez? C'est iso. Donc si on reprend la construction du mot tout à l'heure, on avait hypertonique pour dire trop concentré, hypotonique pour pas assez concentré ou peu concentré. La même concentration, on dit que les deux milieux 1 et 2 sont isotoniques. Donc retenez bien, l'eau se déplace du moins concentré vers le plus concentré pour diluer ce milieu-là. Le but est d'avoir un équilibre entre les deux compartiments, c'est-à-dire la même concentration de chaque côté. Alors, ça, c'est des documents complémentaires. Comment mettre en évidence, c'est-à-dire comment voir l'osmose in vivo, c'est-à-dire dans des cellules végétales. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience. On observe des cellules d'oignon rouge, ce sont des très grandes cellules. Là, on voit ici donc rouge parce qu'en fait, ils ont un pigment naturel rouge. Là, vous voyez que les cellules sont bien grosses, bien allongées, et vous voyez qu'il y a du rouge partout. Le blanc que vous voyez ici, en fait, autour, c'est la paroi, d'accord? La paroi pectocellulosique, donc cellule végétale. Donc là, on a une cellule avec son noyau ici. On a une très grande cellule à côté avec son noyau ici en blanc qui n'est pas coloré. Donc là, c'est ce qu'on appelle la turgescence. D'accord? Turgescence, pourquoi? Puisqu'en fait, l'eau est rentrée dans ces cellules. Et donc, la vacuole qui contient le pigment rouge s'est gonflée au maximum et a pris toute la place dans le cytoplasme. Alors que ici,
ce qu'on appelle la plasmolyse, donc ce sont les mêmes cellules qui sont à côté, sauf que vous voyez que la vacuole en rouge s'est rétractée sur elle-même. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, la plasmolyse, c'est une sortie d'eau. Alors, je vais vous poser la question. Ce petit morceau de cellule d'oignon rouge, on l'a mis dans quel milieu pour que l'eau rentre dans la cellule? N'oublie pas que l'eau va du moins vers le plus concentré. Ça veut dire que l'intérieur de la cellule est plus concentré que l'extérieur. Donc en fait, quand on fait un montage, vous l'avez déjà tous fait, sur entre lame et lamelle, on met une goutte d'eau distillée. Par contre ici, pour que l'eau sorte, il faut que l'eau aille dans un milieu qui est plus concentré. Donc là, on met notre petit morceau de notre épiderme d'oignon rouge dans une goutte de sel de NaCl à, par exemple, 30 grammes par litre. Donc très concentré. Et donc là, l'eau va sortir des cellules d'oignon pour aller dans l'eau salée. Ça, c'est pour in dans les cellules végétales. Maintenant, comment on peut le voir in vivo, c'est-à-dire dans notre corps, donc les cellules animales, là, c'est les globules rouges. Donc, regardez ici, un globule rouge, ça ressemble un petit peu à un beignet ici. Donc, c'est une cellule, quand on la regarde de face, elle est ronde, et de profil, elle est incurvée à l'intérieur. On dit qu'elle est biconcave. Donc, quand on mélange de l'eau distillée avec nos globules rouges, comme l'eau va du moins vers le plus, donc le plus concentré, c'est l'intérieur du globule rouge, donc l'eau va rentrer. Et comme les globules rouges, contrairement aux cellules végétales, n'ont pas de paroi, mais juste une petite membrane, donc comme l'eau va rentrer, les globules rouges, vous voyez, on perd cette partie, ils vont se gonfler comme des ballons, et ils vont éclater, ce qu'on appelle la turgescence. Par contre, les globules rouges, quand ils sont mis dans une solution saline, donc NaCl très concentré, l'eau va sortir des globules rouges, et là ils vont prendre la forme de globules rouges, des tout petits globules rouges, avec la membrane qui est repliée sur elle-même, ce qu'on appelle des globules rouges crénelés. Et ça, c'est ce qu'on appelle la plasmolyse. Donc contrairement aux cellules végétales, les cellules animales n'ont pas de paroi, la paroi est plus solide que la membrane, donc s'il y a une rentrée importante d'eau dans une cellule animale, cette cellule va être détruite. Alors justement, quand il y a destruction des globules rouges, alors on va reprendre les unités de sens. Destruction, c'est lyse, et le sens, c'est hémo. Donc quand on voit en laboratoire qu'il y a une couleur rouge au niveau du tube, c'est qu'il y a eu lyse, destruction des globules rouges, on appelle ça une hémolyse. D'accord ? Alors, on va reprendre les notions du cours avec ces explications. Donc, l'eau est transportée selon un transport passif. Alors, passif, on ne va pas trop insister dessus. C'est en fait un transport qui ne demande pas d'énergie. Ça se fait tout seul, si vous voulez. D'accord ? Et ce transport d'eau, c'est ce qu'on appelle l'osmose. Donc, mettez bien en rouge. L'osmose ne concerne que l'eau. Alors, on va expliquer donc cette osmose, c'est sa définition. Donc là, vous devez tout souligner. Qu'est-ce que l'osmose ? C'est un déplacement d'eau du compartiment le moins concentré, qu'on appelle le milieu hypotonique, vers le compartiment le plus concentré, entre parenthèses, le milieu hypertonique, jusqu'à atteindre un équilibre. D'accord ? Ça, c'est la définition de l'osmose, vous devez l'apprendre. D'accord ? C'est quelque chose que je peux vous demander et qu'on peut vous demander au bac. Alors, le transport de l'eau, donc c'est une molécule polaire à travers la membrane, ne peut pas se faire directement à travers la membrane, puisque vous vous souvenez, l'intérieur de la membrane est hydrophobe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau. Donc l'eau ne peut pas traverser un milieu où il n'y a pas d'eau. Donc cette molécule d'eau va utiliser un transporteur qu'on appelle, donc c'est une protéine transmembranaire, vous vous souvenez, ce sont des protéines qui traversent toute la membrane, et comme elle est spécialisée dans le transport de l'eau, c'est assez simple. Comme ces protéines-là vont former des petits trous dans la membrane, comme des perles, donc des petits tunnels, donc ce qu'on appelle des pores. Les petits trous dans la membrane sont des pores. Donc la protéine qui permet de faire des petits trous dans la membrane, c'est une porine. Et comme c'est une porine qui transporte que l'eau, on l'appelle aquaporine. Retenez bien, donc l'aquaporine, c'est une protéine transmembranaire qui forme un tunnel qui permet le transport de l'eau, alors soit de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur, ou alors de l'extérieur vers l'intérieur. On l'a vu, l'eau peut aller dans les deux sens. Et donc là, ça forme un canal, ou plutôt un tunnel. On verra avec le dessin qu'on va faire tout à l'heure. Voilà, donc apprenez bien. Donc l'osmose, c'est un mouvement que d'eau
du milieu moins concentré vers le milieu plus concentré pour le diluer. Le but, c'est d'avoir la même concentration des deux côtés, et ça se fait grâce au niveau cellulaire, grâce à un canal, qu'on appelle la porine, aquaporine. Alors justement, vous avez ici l'aquaporine, vous avez donc cette épaisseur-là en blanc, de chaque côté, c'est la membrane cellulaire, ici, c'est la membrane. Vous avez ici en bleu pâle, alors en jaune ici, ce sont des petites hélices, c'est des petites parties de la protéine. Donc là, en bleu clair, c'est la protéine. Alors il faut imaginer qu'elle se referme derrière des deux côtés. Là, si vous voulez, la protéine est coupée au niveau de la membrane pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, on voit le tunnel, water channel, c'est le tunnel pour l'eau. Donc ce qui se passe, c'est que l'eau ici, qui arrive, va au fur et à mesure se déplacer le long du tunnel. À un moment, vous voyez que là, c'est la partie rouge, c'est l'oxygène qui va vers le bas. Et quand elle traverse ici, elle arrive au milieu, il y a des charges au niveau de la protéine, l'aquaporine, qui va inverser le sens de la molécule d'eau. Elle va donc tourner sur elle-même et là, vous voyez que l'oxygène est en haut cette fois-ci et ce sont les hydrogènes qui sont vers le bas. Et ensuite, il descend. Donc je vais vous mettre une petite animation pour montrer ça sur 30 secondes. Vous allez voir que sur la vidéo, il y a une petite molécule d'eau qui est en jaune, ici. Voilà, donc suivez-la. Donc là, elle a commencé déjà, on a l'aquaporine. Là, on a toutes les molécules d'eau en rouge et en blanc. Et suivez celle qui est en jaune. Voilà, là, on voit qu'elle arrive à la moitié. Vous voyez, des petits acides aminés qui vont la diriger dans un autre sens. Et elle progresse. Elle continue à descendre. Donc le fait de l'avoir colorée, en fait, vous montre juste que ça ne se fait pas si facilement que ça. Ça, c'est à l'échelle moléculaire. On a vraiment toutes ces molécules d'eau qui passent comme ça à la queue leu dans un tunnel. Et voilà, cette protéine est enfin sortie. Donc ça, c'est important. L'eau ne peut pas traverser la membrane, puisque je répète, c'est un milieu hydrophobe, il n'y a pas d'eau, et l'eau ne peut traverser que dans un tunnel où il y a d'autres molécules d'eau. D'accord? C'est très lent. Alors, dans votre cours, vous devez être capable de faire un schéma rapide du transport de l'eau à travers la membrane grâce à une aquaporine. Donc là, je remets un petit schéma ici. Donc il y a deux types de transport ici. Alors, on vous dit que c'est impossible, mais ça se fait très lentement, vraiment très très lentement. Donc évidemment, pour qu'on ait un transport très rapide pour hydrater et justement permettre les mouvements d'eau, on utilise donc des aquaporines, vous voyez. Donc là, c'est la protéine aussi en vert. On a la moitié en fait, c'est une perle qui a été coupée en deux. Là, on a bien le tunnel en vert foncé et les parties vertes claires représentent la partie coupée, la protéine. Donc grâce à l'aquaporine, vous voyez qu'on en transporte beaucoup d'un coup et ça va très très vite. Alors dans votre cours, donc là je vous ai remis un petit schéma. On a les molécules d'eau avec l'oxygène et deux hydrogènes. L'aquaporine, donc je répète, c'est une perle ici qui a été coupée en deux pour voir l'intérieur. On a le tunnel d'eau. Et donc là, on montre bien que l'eau peut aller dans les deux sens. D'accord? Ici, la membrane avec les phospholipides. Donc les têtes des phospholipides, les deux petites queues ici qui sont les acides gras des phospholipides. Et on a la même chose en face. Donc donc ça vous ne le reprenez pas sur votre cours. Ce que vous allez reprendre sur votre cours, c'est le schéma qui va apparaître au fur et à mesure. Tout d'abord, vous tracez deux traits. D'accord? Donc ces deux traits représentent ici la membrane plasmique. Vous pouvez le mettre ici, d'ailleurs avec une accolade comme je l'ai fait ici. Vous mettez une accolade sur le côté, vous mettez membrane plasmique. La forme qui vient d'apparaître, c'est l'aquaporine. Donc pour l'instant, c'est une grosse forme géométrique ovale, bleue. Sauf il faut absolument sur votre dessin que l'on voit qu'il y a un tunnel à l'intérieur. Donc c'est un peu de la perspective. On ne peut pas la couper comme on fait sur le schéma de gauche. Le mieux, c'est de dessiner, si vous voulez, des pointillés, donc un cylindre en pointillé au centre, avec un petit rond au-dessus pour montrer l'entrée de l'aquaporine d'un côté. Donc dessinez un cylindre en pointillé, l'entrée de l'aquaporine. Là, ce qui est là, c'est le tunnel de l'aquaporine. Donc cette porine doit traverser toute la membrane. Alors, pour connaître le sens de transport, on sait que l'eau va dans un sens ou dans l'autre, mais on a dit que l'eau va toujours du moins vers le plus concentré. Donc, pour justifier le sens, on va donc mettre ici le milieu hypotonique, donc le moins concentré en haut, le plus concentré en bas, milieu hypertonique. On va donc mettre ici 3 molécules d'eau. C'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup plus, même si vous n'en mettez qu'une, c'est pas grave.
Donc au début, cette eau est dans un milieu hypotonique et on dit bien que cette eau va se déplacer pour diluer un milieu hypertonique. Donc vous voyez là, elle va devoir descendre, traverser la porine pour aller vers le milieu hypertonique. Donc là, j'ai une petite animation, mais ça, c'est pas nécessaire, c'est pour montrer que, voilà. Donc sur votre cou, vous mettez bien vos 3 formes ici, et vous mettez une grosse flèche rouge pour indiquer le sens de transport. Donc l'eau va bien du milieu hypotonique le moins concentré vers le plus concentré. Alors j'ai mis une flèche continue ici, pointillée parce que c'est à l'intérieur de la porine, on ne le voit pas, et on ressort ici en continu pour dire que la molécule d'eau traverse totalement la membrane. Et ça va assez vite. Voilà, donc ça c'est un schéma à apprendre, à savoir refaire, d'accord? Donc notez aussi sur votre schéma si vous voulez, mettez une flèche ici sur la protéine bleue ici, mettez une flèche, donc aquaporine, protéine transmembranaire qui traverse la membrane et qui permet de faire un petit tunnel pour laisser passer l'eau. Donc évidemment la cellule, au niveau de la membrane cellulaire, il y en a de nombreux exemplaires, il n'y en a pas qu'une. Voilà, est-ce que ça va? Donc ça, on a fini donc la partie 1 du chapitre 3.5. Donc ça, c'était consacré uniquement à l'osmose. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça, moi, ça me permettra, quand je fais le point au niveau des vues des vidéos, je regarde s'il y a des commentaires et je peux y répondre. Sinon, vous me les envoyez par mail ou alors vous me les posez quand on se voit en classe.